Dernière ligne droite, voilà, au compte de GG sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. En ce lundi, par contre, il faut le rappeler, hein, merci à vous tous qui nous rejoignez. Le monde donc a célébré le 17 mai dernier la journée mondiale des télécommunications et des sociétés de l'information. Les célébrations donc sont placées sous le thème innovation numérique pour le développement durable. Un appel à un recours accru aux solutions proposées. Donc il faut le rappeler. On essaie de comprendre ce matin avec notre invité. Il est expert en développement numérique. C'est bien sûr Monsieur Mamadi Kaba. Monsieur Kaba, bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Bonjour. Voilà. Merci de m'avoir invité. Voilà. Merci en tout cas de nous rejoindre dans cette émission. Allez-y mon cher Tamba. C'est la seule précision que j'ai suivi le ministre Ousmane Gawal Diallo qui représentait le Premier ministre Bahouri à cette célébration-là et qui s'était un peu fourvoyé sur le thème. C'est important de préciser que ce n'était pas la journée mondiale des télécommunications et de la société numérique. Ce qui a été dit, c'est la journée mondiale des télécommunications et des sociétés numériques. Voilà. C'était important de lui apporter cette petite précision, on ne sait jamais. Peut-être représentera-t-il de nouveau le Premier ministre Bahouri à une telle... Celui qui l'a représenté a dit que c'est Bauxite qui est à Simandou. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors avec un thème particulier, c'était le 17 déjà. C'était le 17 avec un thème particulier, c'est bien. Innovation numérique pour le développement durable. Et voilà, mais pour commencer, il y a ces chiffres-là qui m'interpellent, qui nous intéressent certainement, qui nous interpellent certainement. Alors, vous le dites, vous allez nous dire ce qu'il en est. Les 46 pays les moins développés de la planète le sont en partie en raison d'un aspect, celui de la connectivité Internet, tout ce qu'il y a dedans. Et sur ces 46-là, il y a au moins 21 qui le sont parce qu'ils n'ont pas justement développé, si vous voulez, de politique publique dans le domaine numérique. Dites-nous ce qu'il en est. Y aurait-il un lien entre le développement des télécommunications finalement et donc l'absence de planification autour du développement des télécommunications et le développement tout court? Merci mon cher Tamba. En fait, déjà le thème de la journée mondiale des télécommunications et des sociétés de l'information qui est l'innovation numérique pour un développement durable. Parce que le système des Nations Unies a compris en effet que aujourd'hui le numérique est au centre du développement à la fois économique et sociopolitique de nos pays. Et ces thèmes sont choisis, le débat, faire le diagnostic sur spécialement les pays qui ne sont pas en train de suivre l'atteinte des objectifs mondiaux comme la connectivité universelle et la lutte contre la fracture numérique. Alors ces pays-là sont identifiés, ce sont les pays moins avancés. Et il y a 26 pays moins avancés qui ont été identifiés, y compris la Guinée. Et comme Tamba le disait, la problématique est que sur ces 26, il y a plus de 21 pays qui n'ont pas de politique de stratégie de développement. Et la Guinée est sortie de ce lot de pays n'ayant pas de stratégie parce que la Guinée s'est fait doter d'une stratégie en 2023 et on a eu d'autres politiques sectorielles en 2023. Sauf que le problème guinéen, c'est un problème de matérialisation de la politique. Parce qu'en 2010-2015, on avait une politique sectorielle. En 2016-2020, on avait une politique sectorielle. En 2023, on a doté la Guinée d'une stratégie prenant en compte la digitalisation de l'État. Donc, moi, étant dans le secteur, j'ai fait une évaluation. J'ai des indicateurs que j'ai mis en place pour évaluer chaque politique sectorielle, l'impact et la qualité et l'impact au niveau de la matérialisation. Donc je me suis rendu compte déjà qu'au niveau de la politique sectorielle de 2010, on a du mal à sortir des indicateurs pour l'évaluer.
Au niveau de la stratégie 2016-2020... Quoique, il y a eu des efforts quand même en 2010, il faut le rappeler. Énormément d'efforts. Voilà. Énormément d'efforts, parce que c'est vraiment l'année à laquelle vraiment l'État s'est vraiment mobilisé à investir dans le secteur du numérique. Justement. Donc, au niveau de la politique 2016-2020, tu as un taux de matérialisation, au niveau de l'analyse quantitative, un taux de matérialisation de 17%. De 17%. Donc, et sur ces 17%, tu as des initiatives qui ont été matérialisées, qui n'ont pas su être exploitées en fait, parce qu'il n'y avait pas un mécanisme de gouvernance derrière. Quand tu prends Guinée Télécom, 38 millions de dollars plus 2 millions d'études, 40 millions de dollars. Aujourd'hui, ces investissements sont perdus. Tu as le RMC à peu près 10 millions, 8 millions, je ne maîtrise plus, de dollars. Et tu as le Backbone près de 238 millions de dollars aujourd'hui, qui est aussi en difficulté parce que cette société qui l'exploite aujourd'hui a une dette colossale parce que le montant d'investissement a été coopté via Exim Bank, donc on doit le rembourser. Il faut le rappeler, les Chinois. Et du coup... Et là, on parle clairement de la Guilab. Voilà. Et sur cette dernière stratégie de 2023, et moi, ça m'inquiète. J'ai partagé, j'ai pas voulu rendre ça d'abord public, parce que je veux pas qu'il y ait des considérations vraiment politiques. Non, pas dans ce sens. Mais on est à quelques mois de mi-parcours. On a un taux de matérialisation de 3%. Alors qu'on est censé aller au-delà de 50%. Ça, c'est l'évaluation quantitative. Qu'est-ce que la stratégie là comporte en réalité? En fait, ça porte sur vraiment l'atteinte des objectifs de développement, de transformation numérique du pays et aussi de la digitalisation. Donc, il y a 245 initiatives qui ont été inscrites. Concrètement, quelles sont les actions que l'État se donne, disons, veut, n'est-ce pas, réaliser? Avant les actions, vous faites une politique. Si vous voulez une stratégie, vous faites un programme, mais vous l'opérationnalisez à travers un plan. Est-ce que cette stratégie-là est aujourd'hui planifiée, étalée en activité que l'on peut suivre avec des indicateurs de vérification et de suivi de performance? Justement, ça le problème. Le taux, déjà, le premier facteur, c'est qu'il n'y a pas eu de plan opérationnel en fait de mise en œuvre de cette stratégie. Ça c'est et ça c'est le premier point. Et ça c'est vraiment identique à peu près toutes les politiques qui ont été élaborées dans le secteur en fait. Donc du coup ça fait appel en fait à vraiment l'efficacité en fait aujourd'hui du pouvoir qui pose problème? Non, c'est justement ça. Tu as deux facteurs. Tu as des facteurs endogènes et des facteurs exogènes en fait. C'est-à-dire des facteurs endogènes qui sont vraiment propres à la gouvernance du secteur. Justement. Donc politique. La réglementation politique. Justement. Et tu as d'autres facteurs exogènes au ministère des Postes et Télécommunications. Justement. C'est par exemple le taux de décaissement. J'ai analysé, on a une procédure de décaissement des fonds au niveau vraiment de l'État qui est vraiment très faible. La procédure, elle est à revoir. Et ça, c'est vraiment au niveau État. Parce que ce sont des procédures communes à tous les ministères, tous les EPA et tout ça. Et donc ça, c'est un premier point. Et au deuxième point, en fait, c'est la réglementation, la vision qui doit accompagner le secteur. Aujourd'hui, on a un problème de gouvernance et de réglementation. 2010 à maintenant, ça fait près de 300 millions de dollars d'investissement. Que des investissements venant de l'État qui partent coopter des prêts au fait à l'international et auprès des bailleurs de fonds. Donc 300 millions. Donc au niveau des investissements privés, on est calqué sur un système où les opérateurs, les sociétés, les fournisseurs d'accès à Internet ont leur propre politique de développement de leur société. Ils investissent dans ce sens. Ce que vous me dites, ils n'investissent pas forcément dans le sens du développement numérique. Et c'est l'État aujourd'hui qui doit... J'ai tellement proposé que... Je voulais, si vous permettez, pour qu'on aille ensemble. Moi, je suis un peu perdu. Certes, il y a des téléphonies, vous nous dites que chacune porte sa politique, porte ses ambitions et peut-être même sa vision microscopique, donc à son niveau. Ce que vous nous dites, c'est que l'État n'a pas clairement dit, d'un point de vue développement numérique, par exemple, à telle année, sur 5 ans, voici où nous souhaitons être. Il n'y a pas de vision structurée
autour du développement des télécoms en Guinée. C'est trop dire peut-être. C'est pourquoi je suis un peu... Voilà. Il explique qu'il y a une vision, mais dans la mise en œuvre, il a expliqué. D'abord, il y a un problème, il y a un faible taux de décaissement, il explique. Il dit que dans l'opérationnalisation également... Autrement, les actions seraient désordonnées s'il n'y a pas de vision. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un désordre, il y a une opportunité qui tombe, on saute dessus, il y a telle idée qu'on nous siffle à l'oreille, puis tu dis, mais c'est bien, hein, allons dessus. Est-ce que c'est comme ça qu'on conduit les télécoms en Guinée? Quand j'étais en train vraiment de faire l'étude, l'évaluation de ces politiques-là, j'ai contacté quelques cadres, des cadres de direction DPA, sous tutelle du ministère, pour prendre, parce que quand j'ai fait le Caneva, ça fait plus de 60 pages d'évaluation et tout. Donc, j'avais besoin de certaines informations. J'ai appelé un ou deux. Les gars m'ont dit ouais, cette stratégie-là, on le sait, ça a été fait par l'appui technique du PNUD. Je dis, mais toi, tu as plus de 40 initiatives que tu dois réaliser d'ici 2025. Il dit, oui, on a participé à la restitution de la chose. Il ne connaît pas le contenu de la stratégie. Donc, la stratégie existe, mais la vision n'est pas en train de galvaniser le secteur pour pouvoir atteindre un objectif sur du long terme. Autrement, la démission de l'État. La démission de l'État. Au département. Oui, bien sûr. Il appartient au département de vulgariser sa vision. C'est ce que je dis justement. Mais il y a justement ça parmi les facteurs endogènes. La problématique de vulgarisation même de la stratégie. C'est que les structures administratives décentralisées du ministère ne savent pas quel doit être le plan d'action réel. Et ça, c'est un autre problème. Et tu as la problématique de la réglementation. Aujourd'hui, on est calqué sur tout ce qui est redevance, taxes. Et sincèrement, il y a une situation qu'il faut arrêter. Et je crois que la Banque mondiale a fait une évaluation et ils ont fait des recommandations. C'est qu'on fait trop d'exonération dans le secteur minier. Et on vient récupérer tout ce qu'on a laissé dans le secteur minier au niveau du secteur du numérique, des télécoms, de l'économie numérique en fait. Et ça, c'est un réel problème. Donc aujourd'hui, il y a la problématique d'attractivité des investissements directs étrangers et locaux. Parce que je propose tout de suite qu'il faut mettre en place un code des télécoms et des investissements dans le secteur numérique en fait, qui reprend en fait la loi L018 qui régit aujourd'hui les grandes gueules. C'est que ce code-là, on essaye d'élaborer une politique d'attractivité des investissements pour pouvoir l'améliorer en fait. Parce que sinon, on est très mal parti pour l'atteinte des objectifs mondiaux. À 2030, il faudrait que le monde soit... Et il faudrait que les États atteignent en fait ce qu'on appelle les objectifs de connectivité universelle. Et il y a vraiment aussi cette problématique du capital humain. Je crois que ce n'est pas propre qu'au ministère des Télécoms. Je crois qu'il est temps... je ne dirais pas qu'on manque forcément de ressources. Je dirais qu'on a du mal à aller coopter des ressources. Donc les compétences. Les vraies compétences en fait. Et je crois que c'est pas que propre au ministère des Télécoms en fait. Je crois qu'il faut réfléchir à comment coopter le vrai capital humain et continuer en fait à renforcer la capacité vraiment des cadres qui existent en fait dans le secteur et ailleurs. En fait. Alors quand on parle télécommunication, pardon Mohamed, aujourd'hui on parle forcément de la téléphonie. Est-ce qu'on peut se situer un petit peu sur les pertes des sociétés de téléphonie? On sait bien qu'on a subi quand même des restrictions il y a 2 mois en arrière et ça a duré longtemps. Je parle de WhatsApp entre autres. Toutes ces plateformes qui étaient bloquées à un moment donné ici en Guinée. Quand on se réfère un peu sur ça, est-ce qu'on peut savoir un petit peu la perte qu'on a subie dans ce sens-là? En fait, pas que les sociétés de téléphonie, mais tout le monde. Les sites, les radios, les télés. Moi, je ne l'ai pas évalué très sincèrement. Mais il y a une institution américaine qui a évalué un moment qui avait dit que le préjudice s'élevait à 46 millions de dollars. Oui, mais ça, c'était juste pour c'était au début, le premier mois, pour les 2 premiers mois. Et sur le plan pratique, quand tu prends en fait les rapports en fait de l'institution de régulation, tu te rends compte que les chiffres d'affaires sont en train de baisser au niveau des sociétés, des FAI et autres, par rapport à 2020.
Et c'est vrai que par exemple 2022, 2023, tu as une augmentation, mais par rapport à 2020, 2019, tu sens qu'il y a des baisses. Il y a des baisses en fait, c'est carrément un recul de plusieurs années, en fait. Voilà, justement. Moi, j'évalue par rapport à ça, en fait. Mon Dieu. Pour être, alors là-dessus, hein, pour ces sociétés de téléphonie, parce que dès qu'on parle télécom, si vous voulez, c'est la partie visible de l'iceberg. Pour nous autres consommateurs qui ne sont pas des spécialistes du domaine. Comment expliquer ce ratage énorme au niveau des sociétés de téléphonie dans notre pays depuis 15 ans? Regardez, on est allé avec le grand bruit qu'on a connu de Spastel par exemple à Orange. On a eu l'odyssée de Intercell qui s'est cassé les dents ici, vous vous rappelez, avec des centaines de personnes à la rue. Et ensuite, Ariba est arrivé, devenu plus tard MTN. Aujourd'hui, l'État et MTN ne s'entendent même pas sur l'identité du groupe désormais qui doit y entrer, soit Télécel, soit Atlas. J'apprends que MTN préfère Atlas, l'État préfère Télécel, dont on ne sait pas grand-chose. Celcom, surendetté, englué dans des procès à n'en pas finir avec beaucoup d'acteurs. Là aussi, on apprend qu'il y a un rachat. Et finalement, vous n'avez plus que Orange qui soit là, qui tiennent encore ça, et même ça, la qualité des services se dégrade de semaine en semaine depuis maintenant bientôt 6 mois. Les grandes gueules. Quelle lecture faites-vous? Comment expliquer que nous qui avions été parmi les premiers, déjà en 98, à avoir la Sotelgui, à connaître cet essor de télécom, de la téléphonie, j'ai envie de dire, par rapport à la sous-région, comment expliquer qu'on soit aujourd'hui à la traîne avec une seule société, en réalité encore, qui tienne la corde? Non mais ton constat, on peut se tutoyer. Oui. Voilà, ton constat, il est déjà juste d'abord. Et pour ajouter, dans les années, je crois, 60-70, j'ai les archives qui sont annexées à mon premier livre. Parce que le Nigeria anglophone, quand ils voulaient implémenter leur société de téléphonie nationale, ils sont venus faire du benchmark en fait à la Sotelgui. Ça veut dire qu'on était sur... Oui, mais déjà en 98, avec l'arrivée de Malaysia Telcom pour la Sotelgui, on proposait notamment à la Guinée d'autres entités proposaient même un satellite à la Guinée. On a eu aussi la première expérimentation du passage d'une société de téléphonie nationale à la privatisation. Donc c'était aussi une belle expérience qui a inspiré aussi la sous-région en fait. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que ton constat, il est vrai, c'est qu'on est dans un risque très élevé de se retrouver avec un seul opérateur sur le marché. Comme tu l'as décrit, il y a une société qui est en difficulté. Bon, il y a 2 sociétés qui sont en difficulté, qui ont besoin d'être redressées en fait. Les grandes gueules. Bon, déjà, tu as ce qui m'énerve, ce que je sais pas si je peux me permettre. Ce qui l'énerve. Non, oui, ça m'agace en fait. Ça m'agace en fait, parce que la loi, elle est claire dessus. Quand une société doit se faire racheter, il faut l'aval On a des rachats en catimini des sociétés en difficulté ici. Comme Celcom, entre autres. Et finalement, ça impacte l'environnement. L'évolution même de tout le secteur. Et aujourd'hui, l'État est actionnaire à 12,5% à MTN. Tu as une autre entité guinéenne qui est à 12,5% et MTN Ariba SA est actionnaire à hauteur de 75%. Mais cette société a tellement de dettes. Du côté de l'État, on parle de 80 millions de dollars, mais qu'il y a aussi d'autres dettes. Mais quand j'ai dit qu'il faut récapitaliser déjà la société. Mais aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais comment en est-on arrivé là, par exemple, avec MTN? Voilà, c'est des défauts de régulation. Regardez, depuis combien d'années déjà? Défauts de régulation et des mécanismes d'évaluation, en fait. Vous savez, au niveau de la régulation, il faut toujours un tableau de bord de suivi au-delà des cahiers de charges. Parce que à une année, des problèmes économiques d'une société de téléphonie qu'on anticipe, on dise qu'avec cette courbe-là d'évaluation,
dans une année, vous allez être à tel niveau. Et on ne peut pas l'accepter. Et cela n'a pas été fait. Suite, non, on n'en a pas, on n'a pas ce mécanisme-là. On n'a même pas un au niveau des mécanisme radios, par exemple, réel ça existe normalement. Avec le cahier de charge, normalement. de suivi. Oui, évidemment, ça existe. Parce que Non, chaque là, année, là, normalement. non, non, ce je dont parle il pas parle, des c'est pas en amont. Je comprends. Là, il parle d'un... Je ne parle même pas de redevances là. Voilà. Je parle du ministère du budget. Normalement, les radios ou les télévisions chaque année doivent faire un rapport dans ce sens-là, déposé au ministère de l'économie. Raison pour laquelle, par exemple, pour les télés, en ce qui concerne les redevances, on demande 5 milliards. Pour les radios, à l'époque, nous, quand on mettait espace, c'était 50 millions ou 25 millions de francs guinéens, un truc comme ça. Et ce tableau de bord, il doit tellement être suivi, je crois qu'il doit être la Bible de l'ensemble des tenants du secteur, en fait. D'accord. Et c'est ce qui permet d'anticiper sur des problèmes. Ouais. Et tu as un certain nombre de pays. Donc pour résumer, vous nous dites que l'évaluation est ratée. Mais ça, c'est clair. Et le suivi aussi. Vous dites que pour c'est le aussi moment, mais il y a des moyens pour problème. récupérer. Mais est-ce que c'est pas... D'abord, par exemple, est-ce que la législation accepte ce qui s'est passé à MTN? Je donne l'exemple de MTN, où pendant de longues années, il n'y a presque pas eu d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les gars du secteur, ils vous diront le peu qu'on a aujourd'hui peut lâcher à tout moment. Parce que pendant des années, c'est comme si on avait gelé les investissements lourds. Et pourtant, l'État est actionnaire. Comment expliquer que l'État n'ait pas vu venir cet état de fait? Il y a eu de la licence, je me rappelle, pour la 4G en fin 2021, début 2022. Ça n'a pas été implémenté sur le terrain. Les investissements lourds n'ont pas suivi. L'État lui-même est actionnaire et aujourd'hui, pratiquement, la société est en rade. Et on le voit partout. Et le problème, c'est qu'il y a... En fait, il y a eu des décisions stratégiques même à propos de MTN que l'État a eu à prendre, qui ont impacté aujourd'hui, qui ont amené cette société là où elle est aujourd'hui. C'est l'octroi de la 4G. À l'époque, j'ai fait 2 mémos et j'ai fait plus de 4 articles dessus. Je dis que c'est pas opportun de fournir actuellement la 4G à MTN sans que la société ne soit redressée. Déjà, la loi dit que la société doit avoir une capacité financière et technique d'exploitation de la technologie avant de l'octroyer. On l'a octroyé, ils ont cherché à avoir des dettes au niveau des banques commerciales et tout ça. Ça a même alourdi leurs dettes, en fait. La société n'a pas été redressée. Donc, les grandes gueules a participé, en fait, à la chute, en fait, économique de la société. Et il y a toujours une possibilité de rattraper, de redresser la société. C'est de faire la récapitalisation. Et je suis sûr qu'avec les plus de 80 millions de l'État va monter en action, en fait. Et l'État monte en action, on récapitalise, donc on essaie de faire couler, en fait, les dettes. Les dettes, on les transforme en des titres sociaux, chacun vient participer. Et ce que je déconseille, et ce que les institutions déconseillent, il faut que ça soit clair, c'est que les pays moins avancés, aujourd'hui, on a remarqué qu'ils doivent carrément sortir de la gouvernance des sociétés de téléphonie aujourd'hui. Parce que ça finit toujours, la gouvernance financière finit par prendre un coup et les sociétés finissent par fermer. Donc l'État, quand on récapitalise et qu'il monte en action, il cède une partie de ses actions tout en restant dans le conseil d'administration pour pouvoir superviser réellement l'évolution de la société. Et on laisse la gouvernance, en fait, au niveau des privés. Donc l'affaire Guinée Télécom, c'est à suivre votre développement. Guinée Télécom, c'est une rêvasserie, ça n'a pas de sens que l'État vienne créer une entité publique de téléphonie. Normalement, il y aura une ouverture dans ce sens-là pour les privés. Non, je l'ai bien compris. J'entends, Mohamed. Parce que, oui, après, est-ce que c'est réel gros point d'interrogation? Je vais appuyer la question de Maras. Je parle de son exemple. Il dit à MTN, et moi je souscris complètement, ce que l'État devrait faire. Vous nous devez beaucoup, eh bien, on le récupère en termes d'actions. Donc, on recapitalise et nous revendons une bonne part de nos actions parce qu'on n'est pas appelé à avoir cela comme métier. C'est ce que vous conseillez. Mais au même moment, l'État cherche à engloutir des milliards dans la création d'une nouvelle société qui viendra en concurrence avec les autres. Justement, est-ce que ça, c'est pas compliqué? Justement. En fait, il faut vraiment avoir une approche globale. Voilà. Parce que je proposais dans un article que j'ai publié, il faut une vision globale. C'est que l'État doit sortir de la gouvernance totale de ces sociétés, mais tout en prenant en compte, en fait, ce qui existe aujourd'hui. Donc, Guinée Télécom. Aujourd'hui, Guinée Télécom a des infrastructures. Ces infrastructures-là peuvent être évaluées à des milliards.
qui sont aujourd'hui des actions, qui sont utilisées à l'intérieur du pays par Orange, entre autres. Ouais. Quand tu prends la concession de la 4G, je l'ai dit, on m'a pas écouté. C'est comme ça. En fait, c'est pas des choses qu'on crée. En fait, c'est comme ça les pays qui sont en train d'avancer dans le développement numérique et de réussir. En fait, font. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la 4G, il y a une partie. Quand on a concédé la 4G, il y a une partie qui a été versée au Trésor. Les grandes gueules. En action dans Orange Côte d'Ivoire. Et la Guinée aurait pu augmenter son capital au sein de Orange Guinée. Entrer venir s'asseoir à la table au fait, du conseil d'administration d'Orange et aujourd'hui pour vraiment s'impliquer dans la vision même de la société pour que sa vision puisse vraiment correspondre à la vision du développement numérique et de la transformation numérique du pays. En fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est que l'État doit exister, mais l'État doit exister dans les prises de décision et non dans la gestion financière et dans la gouvernance financière de ces sociétés. Allez-y, Thomas. Donc c'est un expert, non? J'aime pas le mot expert. Il n'aime pas le mot expert. Je suis Alger. Je suis spécialiste. Spécialiste, c'est mieux. Voilà. Ben, ça dépend des écoles. Hein. Spécialiste, expert, tu mets-le à la place de l'autre. Allez-y, Thomas. Alors, voilà, c'est mieux. Il y a sur Guinée Télécom, il y a quand même ce paragraphe. Je tiens à y revenir et à avoir votre avis dessus. Après un investissement de 38 millions de dollars en infrastructures passives et actives et 2 millions de dollars en études, donc ça c'est 2012 à 2015, 3 ans, un décaissement peu transparent de près de 20 milliards de francs guinéens en 2022 et 2023 dans le cadre de la relance de la dite société, la Defense Hotelgui peine à renaître de ses cendres. J'aimerais qu'on commence d'abord avec les chiffres. De quoi s'agit-il finalement, tous ces gros montants qui me donnent du tournis? 36 plus 4 millions, 38, on est à 38 plus 2, on est déjà à 40 millions. Voilà. Est-ce que c'est d'abord différent des fameux 50 millions, des fameux 50 millions aussi empruntés d'Exim Bank? C'est quoi ces montants? Voilà, en fait, on a contracté un prêt de 50 millions pour relancer la Sotelgui, Guinée Télécom ex-Sotelgui. Mais sur les 50 millions, on n'a utilisé que 40 millions. C'est que on a pris 38 millions qui ont été investis dans les infrastructures passives et actives, c'est-à-dire la fibre optique, les routeurs et ainsi de suite. Et 2 millions. Voilà, les 2 millions. À un moment donné, on était vraiment dans des difficultés. Après 2 ans, on n'arrivait pas à relancer. Donc, on a recruté un cabinet tunisien. Donc, qui a coûté 2 millions, qui est venu faire une évaluation, qui a fait une conclusion pour qu'on puisse relancer la chose et tout ça. Mais malgré ça, on n'a pas pu lancer. Bon, après le 5 septembre, on était dans une approche de relance de la société. Sauf que on a décaissé avec des preuves. On a décaissé 20 milliards pour relancer Guinée Télécom, alors qu'il y a une coordination de Guinée Télécom, parce que Guinée Télécom a été érigée en SA. C'est que dans une logique d'ouverture du capital, en fait, donc en SA, donc ces 20 milliards-là ont été décaissés. Le coordinateur de Guinée Télécom même dit que lui, il savait pas que ce montant a été décaissé. C'est Gawal qui était ministre, n'est-ce pas? Les grandes gueules. Oui, Guinée Télécom, c'est Gawal qui était ministre. 2023, je crois. Oui, c'est Gawal qui était ministre. Oui, je crois. Donc le coordinateur de Guinée Télécom n'a pas vu l'argent. Ne savait pas au fait que 20 milliards. Voilà, 20 milliards. Mais c'est rien, 20 milliards. Est-ce que mais la mine. Non, pour lancer cette question. 20 milliards. Pour lancer une société, 20 milliards. 20 milliards. Lancer. J'ai bien entendu. Et le coordinateur de la société dit qu'il n'a rien vu. 2 millions de dollars. Le conseil d'administration, parce qu'en SA, forcément, un conseil d'administration, qu'est-ce que lui, il en dit? C'est ça, et vous savez, moi, vous dites? Le conseil d'administration, si le coordinateur du projet n'est d'abord, avant le pas encore un conseil d'administration. Bien, mais c'est un problème. On est face à une SA que l'on s'apprête à lancer. Normalement, oui. On s'attend à avoir un conseil d'administration. Première chose. Mais restons avec le coordinateur. Et avec ça, la puce devait être disponible en décembre 2022. Comment on peut décaisser 20 milliards pour relancer une société et que tu nous dises que le coordinateur, il n'est pas au courant, il ne sait pas s'il y a eu des questions. Oui, parce que sur le budget, c'était sur la ligne de transfert, en fait. Vous savez, il y a des lignes au niveau du budget national de développement. D'accord. C'est tout égard de tout ça
qu'il faut sortir de l'état de la gouvernance financière. Ouais. De ces sociétés. Vous avez insisté dessus et c'est très important parce que Et moi, c'est ce que pas que j'entends moi, un petit ce peu. sont les recommandations Oui. de la Banque mondiale. Mais il ne faut pas dire ça doucement. Oui, nos États, même ça par veut rapport dire à que Guinée notre État Télécom, n'est pas normalement. vertueux. Lamine. Non, notre État n'est pas vertueux. Pardon les gars, il ne peut pas dire ça doucement. Ça ne peut pas se dire simplement et passer. Comment vous m'expliquez? Je suis directeur général de Adafo Média. Qu'un projet que je pilote reçoive un financement de 20 milliards et que moi je ne sois pas au courant. Et un acteur du Mais secteur on peut me pas dit dire ceci. ça doucement. Tamba, un acteur du Ah, c'est secteur grave. me dit ceci, vous allez me rectifier. Il dit, là, c'est le cabinet SFM n'a jamais coûté 2 millions de dollars. Comment Bon. comprendre donc qu'on ait dégagé Bon. tout ce montant? Vous voyez, Ça veut dire ce que ça veut dire. c'est là où Gawal était, non? Et là, c'est au c'est temps de Gawal. là, lui, c'est quelqu'un qui a vraiment l'onction autorité dans le secteur. Il me dit ça, que ça n'a jamais coûté 2 millions de dollars. Vous savez que Guinée Télécom devrait donner de l'Internet gratuit aux étudiants. Non, là, on parle Bien. d'abord de Alors, cabinet, Jacques. qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui, mon cher C'est ami? le rêve. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui parce que la journée mondiale, la journée, C'est pas possible. la journée c'était donc le 17, il faut le rappeler, le 17 mai. Qu'est-ce qu'on peut espérer, en tout cas pour le cas de la Guinée? On a vu récemment l'ARPT qui sortait un petit peu de l'artillerie lourde pour essayer d'interdire les équipements Starlink, mais de toute façon c'est peine perdue, hein, parce que de toute façon ça va venir en Guinée, parce que quand on voit aujourd'hui la connectivité chez nous, à part Orange qui tient encore debout, est-ce qu'on peut dire demain l'avenir c'est Starlink? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Ils sont- en fait, ce qu'il faut adapter notre réglementation à l'évolution même de Starlink. Parce que cette technologie, on va pas l'éviter, quoi. Ben oui. Voilà. C'est là, hein, de toute façon. On va pas l'éviter, mais je crois qu'ils vont faire ça. Ouais. Mais c'est le sens même d'une régulation. Ouais. On va Mais ce qui se forcément- passe actuellement, ils interdisent. Ils ou- interdisent parce que aujourd'hui Oui, ils n'ont pas, il y a peuvent pas pas eu de contrôler. négociation. Non, il n'y a pas eu encore de négociation entre Starlink Et la Guinée. le pouvoir public pour pouvoir organiser vraiment l'accès à leur parce que ça doit générer des redevances. Mais est-ce tout la ça. Et ça, faute c'est à normal. Starlink ou à l'État qui n'a Ouais, pas c'est une su diplomatie. aller vite, qui n'a C'est une pas. diplomatie qu'il faut engager derrière. Oui, mais l'État, oui, mais bloquer comme ça, les citoyens, bloquer comme ça, les Non, il entreprises. peut pas bloquer, mon cher Mohamed Ali. Non. Mohamed Moumara. Non, c'est pas possible. Oui, Lamine. Ça, c'est pas possible. Lamine, ils Si se vous sont avez une antenne promenés dans Starlink toute la ville aujourd'hui, avec leur ça camionnette. marchera. Lamine, Et puis ils sont voilà. venus combien de fois chez nous ici? Ils sont passés combien de fois dans les entreprises, y compris dans des domiciles. J'ai vu, ils ont agi dans beaucoup d'endroits. Ils mentent. Ils ont Ils ne peuvent pas démantelé. détecter. Ils mentent, Oui, Mohamed mais ils ont Moumara. démantelé le Voilà. matériel. Non, mais c'est ce que je Lamine. dis. Peut-être c'est les dénonciations, mais dire que, ouais, t'as Starlink ici, que l'ARPT va passer avec, je sais pas moi, ses antennes et tout ça pour détecter. C'est faux. Lamine, Ils mentent. Ils ont 6 Voilà. hein. Non, je te dis, c'est Attention, faux. Lamine. Non. Ils ont quand même Je le dis à 6 qui veut l'entendre. Et c'est un expert. Starlink, Il sait de quoi je Starlink, parle. C'est Voilà. vraiment une société difficile à superviser pour le moment. Ben voilà. Eux-mêmes, ils sont en Pour train dire de impossible, superviser, même, Mohamed en fait. Mara. Leur Voilà. satellite plane. Juste- Donc ils ont préféré interdire que de réguler. C'est des dénonciations, mais je Mohamed crois Mara. qu'ils vont réguler. C'est clair que C'est ça des va pas rester dénonciations. comme ça. Tamba mettra ça Peut-être chez lui ils demain. interdisent pour avoir le temps de Personne ne va réguler. détecter. Sinon, si tu me dis à quelqu'un, et cette personne va essayer de te dénoncer au niveau de l'ARPT, mais dire que l'ARPT va dénoncer, enfin, je veux dire, te localiser pour venir prendre ça chez toi, c'est faux. C'est pas possible, Mohamed Mara. Donc Tu sais ils de nous quoi ont je parle. localisés parce qu'ils ont interdit à toutes les sociétés de nous fournir Internet. Donc, t'avais- on a quand même Internet, t'avais donc ils ont Starlink dit ici. forcément ils ont Starlink. Ils sont venus 2 fois là, mais j'étais pas là. Ah, mais non, c'était pas là. Mais je te dis qu'ils sont descendus à Dioma. Je crois que Dioma doit payer combien là? Parce que Dioma a été frappé, je crois, d'une amende. Oh. Voilà, ils ont démantelé, ils envoient des amendes. Non, peut-être qu'ils ont exposé. Voilà. Peut-être qu'ils ont exposé. Là-dessus, il parle de milliards comme amende, c'est bien cela. Ça, par contre, c'est pas normal. Les amendes sont déjà inscrites en fait dans la loi L018 qui régit le secteur. Ça doit pas atteindre 1 milliard. Alors, moi, Ils sont à 5 milliards, je crois. moi, j'ai quand même- ça, c'est une question que... Il y en a qui sont. Ah bon? Ah ouais. Ils ont- Donc la loi dit que c'est pas possible de dépasser 1 milliard. Non, je crois que ça doit être autour de 50 millions, un truc comme ça. C'est Et- inscrit dans la loi Et ça, L018. ce sont des opérateurs du secteur. Là, c'est même pas le consommateur que nous sommes. Oui, Dioma ou Espace et autres. Et maintenant, comment on peut parler de milliards en termes d'amende?
Mais non, mais ils sont comme ça, c'est fantaisiste. C'est un contre-faux. C'est fantaisiste. Mais non, c'est pour aller négocier. C'est fantaisiste. C'est facile que tu vas pas payer ça. Je t'apprendrai ici, au temps d'Alpha, quand ils nous ont sorti une facture de 1,5 milliard ici, l'ARPT, vous vous souviendrez? Oui, mais de toutes les manières, cette année, la bonne nouvelle pour nos 4 grands médias, c'est qu'on ne doit pas de redevance, dans la mesure où, en tout cas pour nos radios, oui, officiellement, on est coupé. Et nos télévisions sont décrochées. Quand on dit redevance, ça veut dire qu'ils nous ont loués. Mais puisque eux-mêmes nous empêchent d'y avoir accès, non mais il faut... Non, vous savez, moi je lance le débat avant. Bien. Je veux que tous nos services juridiques se mettent ensemble. De ces quatre grands groupes de médias, l'État a supprimé notre jouissance de ce qu'il nous louait. C'est normal qu'à la fin de cet exercice, qu'on ne nous demande pas. Sinon, il faudra assigner l'État, et ça, Lamine. Ici et partout où l'État guinéen a des intérêts dans le monde, il va falloir qu'on assigne l'État. Ça, il faut se préparer. Ils n'ont pas le droit de demander des redevances aux entités qu'ils ont brouillées durant toute l'année. Alors, Lamine, c'est cette dernière question quand même que je voulais, une fenêtre par rapport à ce que Mohamed Mara disait. J'ai dit que le CNRD a encore de la chance d'avoir des journalistes un peu plus flexibles, plus ouverts. Si c'était des journalistes avec moi, ma tête, Baouri allait être son propre reporter à sa conférence de presse là-bas. Parce que quand tu éteins des médias, tous les grands médias privés éteints, tu ne peux pas demander aux journalistes de venir couvrir ta conférence de presse. Il allait être son propre reporter, son propre journaliste, son propre diffuseur. C'est ce qu'on allait faire. Et ils auraient compris en fait qu'ils ne vont pas se passer des médias de cette façon. Mais nous, on n'a pas été. Mais plusieurs ont été, Lamine. Plusieurs médias ont été couvrir cette actualité-là. Ce n'est que malheureux. Parce qu'il faut être cohérent dans la démarche. L'État ne peut pas nous supprimer et vouloir que nous participions à sa conférence de presse. On n'appellerait même pas sa conférence de presse. On appellerait conférence du CNRD dans le CNRD pour le CNRD avec le CNRD. Moi, je reviens quand même avec cette question. Voilà. Et expliquez-nous ce qui s'est passé. Ces brouillages-là, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, on ne comprend pas. Les spécialistes. Vous l'expert, vous le spécialiste, qu'est-ce qui se passe finalement avec ce gars qui nous met de la musique? Je ne sais même pas si c'est une go, mais si c'est une go, c'est qu'elle est très vilaine. Hein, celle qui fait le brouillage. Tu l'as pas vu. Voilà. Mais, enfin, ma question c'est... Non, mais tout le monde connaît. C'est le directeur de Radiocom qui ne s'assume pas, d'ailleurs. Alors, le garçon. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous remettre dans cette situation-là et comment ça procède? Moi, je veux bien comprendre. Mais le brouillage, il est politique, non? Il n'est pas technique. Mais c'est pas les citations de Churchill qui brouillent nos fréquences. Non, techniquement, d'accord. Je veux bien comprendre ce qui se passe. Non, mais techniquement, ce que le régulateur, dans pas mal de pays, ça existe. Hein. C'est pourquoi quand tu payes pas, tu n'es pas en règle avec tes obligations au niveau des impôts, on peut couper ou on peut brouiller ta fréquence. C'est ça. En fait. Et ça aussi, ils ont une infrastructure de haute fréquence et qui surplombe en fait toutes les fréquences en fait dans le pays. Parce que ta radio, quand on met sa fréquence sur cette fréquence-là, ça bruit. C'est que on met ce qu'on veut. Toi, ta fréquence n'existe plus. Et au niveau de leur fréquence, il peut mettre de la musique, il peut laisser comme ça à l'air libre et puis ça fait des bruits. Là, on dit que c'est brouillé et tout ça. Techniquement, c'est comme ça se passe. C'est ça. Mais tous les régulateurs ont ça en fait. Oui, mais sauf que c'est pas assumé. Ceux qui ne sont pas en règle avec... oui, mais nous, dans notre cas, on a reçu, par exemple, chez nous... Non, mais c'est une explication technique qu'il donne. Ça, c'est une explication technique. Normalement, c'est comme ça parce qu'après, on sait que vous êtes brouillé. C'est ça. Il y a des courriers, il y a beaucoup de choses. Nous, on est piratés. Et c'est ce qu'on a dit ici. En fait, tu écoutes ce qu'on dit. Mais comme l'a expliqué Tamba la dernière fois, c'est-à-dire que Lamine dit c'est le spécialiste, après tu entends la Guinée, c'est notre paradis, tu entends une chanson derrière, après tu entends la voix de la radio, tu entends une autre chanson, donc ça fait des vases et viennent comme ça, etc. Est-ce que ça c'est du brouillage, ça? C'est ce que je dis en fait. Oui. Parce que quand on surplombe toi ta fréquence en fait, c'est que c'est lui qui a le contrôle de ta fréquence, il émet ce qu'il veut. Parce que souvent quand il est proche de l'émetteur en fait, parce que quand il parle vous entendez ça. Ou quand il met de la musique, ça passe. Oui. Le fait est que les autres, quand ça bruit, avant, le brouillage, c'est qu'on n'entend même pas notre fréquence. Ça veut dire qu'ils ont pris le contrôle de notre fréquence parce que ça voudrait dire qu'ils ont la possibilité même d'être... Des grandes gueules. On émet.
pour ne pas que ça passe. Ça, c'est possible. Mais quand ils prennent le contrôle de ta fréquence, c'est que ton son ne passe plus. C'est le son. Si. Il y a des endroits où ça passe encore. Hein. Voilà. Il y a des endroits où ça passe. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce que j'ai envie de comprendre. Comment ils peuvent... En fait, je veux qu'on fasse la différence parce que techniquement, si ça existe. Pour moi, officiellement, quand tu es brouillé, c'est qu'on t'empêche de mettre, en fait. Donc, quand on prend le contrôle de ta fréquence, suivant ce que vous avez dit, c'est qu'on a la possibilité de ne pas vous faire écouter ce que vous diffusez, parce que c'est ça le but. Pour que les autres n'écoutent pas, n'entendent pas ce que vous dites. Maintenant, après, on a la possibilité de mettre nos propres sons ou de ne rien mettre. C'est pourquoi, parfois, quand vous écoutez des fréquences, vous avez l'impression que ça éteint et pas de femme. Mais ce qu'ils sont en train de faire ici, nous, c'est que c'est comme si moi j'ai mon téléphone qui n'a pas beaucoup de volume et puis vous avez un haut-parleur que vous allumez autour près de moi en gros. Donc on m'entend, mais vous on vous entend beaucoup plus. Est-ce que ça c'est du brouillage ça en réalité technique? Ah, c'est du brouillage. Ouais. Voilà, même Mohamed Ali, comme toujours, voilà. Il veut que tu me dises que non, c'est du piratage en fait, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Vous n'avez pas la même colère. Merci beaucoup à Mamadi Kaba d'être passé nous voir ce matin. J'espère que ce sera pas une dernière. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Vous restez avec nous dans un instant. Le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint évidemment. Ce matin, ma grande Sané, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ce matin avec les auditeurs? Ils sont très nombreux évidemment à se manifester sur les réseaux. Manifestation pacifique, il faut le rappeler. Hein. Voilà, allez-y ma grande. Alors, il y a Daouda qui a pris 3 murs, Tamba en a pris 4, Mara en a pris 6 et puis Lamine, le mur du jour en a pris 7. Ah. C'est le mur du jour. Moi? Oui. Ok, parce que j'ai défendu évidemment. Je ne sais pas. Voilà, c'est aussi ça, évidemment. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas de justification. Vous avez soutenu la même ligne et c'est lui d'ailleurs qui... Lui, il était le concepteur. Toi, tu ne faisais que soutenir un peu. Mais bizarrement... Bon... Écoutez, cher corps électoral, parfois vous êtes bizarre, mais nous vous aimons. Et on les aime bien comme ça, évidemment. On parle économie, de mauvaises perspectives pour la Guinée. Vous parlez de FMI ce matin. Oui, c'est certainement une actualité sur laquelle nous reviendrons plus en profondeur les jours à venir, Lamine. Mais vous savez, le FMI, le Fonds monétaire international, suit l'évolution des économies nationales avec lesquelles elle collabore, les pratiques aussi, et c'est sur la base de tous ces constats qu'elle décide d'accompagnement particulier. Vous savez que la Guinée vient de bénéficier de fonds de la part du Fonds monétaire international. En tout cas, ce principe, il est acquis, il a été annoncé sur les pages même de l'institution de Bretton Woods. C'est bien 71 millions de dollars dans le cadre d'appui à la relance du secteur, en particulier le pétrolier, là où il y a eu cette explosion, pour permettre à la Guinée de tenir. Mais Lamine, ce qu'il y a quand même d'important à savoir, c'est que le rapport qui a été rendu public le vendredi 17 mai 2024, ce 17 donc passé jour de la célébration des télécommunications dont on parlait, il indique donc que le déficit du compte courant s'est effondré, il s'est creusé. Désormais, nous sommes à un peu plus de 8,5% justement de ce déficit-là. Les réserves de change, on en parle souvent, qui déterminent aussi la capacité du pays à importer en dehors de tout autre rapport. Lamine, là aussi les réserves de change ont diminué. Nous passons de 3,4 mois d'importation, prospective bien entendu, en décembre 2022, c'est-à-dire qu'il y a, par rapport à cette évaluation il y a une année, à 2,4. Je répète le chiffre, c'est bien de 3,4 à 2,4 mois désormais. C'est-à-dire que sans apport, le Trésor public est capable de garantir des réserves de change pour 2,4 mois désormais, donc un mois en moins. Il y a des États qui sont jusqu'à 6 mois, il y en a qui excèdent cela en fonction des performances macroéconomiques du pays. La Guinée se retrouve donc à reculer sur ce segment-là. Lamine, ce qui m'a inquiété là-dessus, c'est bien sûr la croissance du PIB. La croissance du PIB devrait lui aussi décélérer, c'est-à-dire décroître. Il y aura une diminution. On va donc passer de 5,7%
en 2023 à 4,1% en 2024. Si vous faites le comparatif avec les années précédant la prise du pouvoir, c'est-à-dire sur les 10 dernières années du règne d'Alpha Condé, Lamine, même quand on sortait d'Ebola, on faisait mieux. Même quand on sortait de Covid, vous vous souvenez, je crois que Cellou Dalein même avait commenté la croissance du PIB à l'époque sur nos antennes, parce qu'avec la manne minière, dont on a d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, la mine avec la manne minière, et on avait de meilleures performances, c'est-à-dire que pour 2024, la croissance va chuter d'au moins 2%. Je pense que c'est ce que ça nous... C'est plus ou moins cela, plus ou moins 2%. C'est grave, donc 1,2 point de projection avant l'explosion. C'est-à-dire que l'explosion a certes eu son impact, mais ce n'est pas l'explosion qui a consacré cette baisse. C'est-à-dire avec ou sans explosion à Kaloum, la croissance devait chuter. Plus amplement, il y a d'autres aspects sur lesquels on pourra revenir demain, Lamine, sur de nouvelles tendances sur le...